Être bilingue, mon cher, ça, même pour question de l'argent. Wow, dans le monde actuel, spécialement si vous êtes dans le monde anglophone, comme je dirais, vous êtes ici au Canada, français, anglais, ce sont les langues majeures, des langues officielles. Bien sûr, parce que sans avoir parlé l'anglais aux États-Unis, c'est au moins vous, parce que comme on est bilingue, vous pouvez parler un peu de français ici si vous n'êtes pas à Ottawa, Ottawa ou bien, je ne sais pas, Calgary, vous pouvez être au Québec et vous pouvez faire quand même quelque chose. Mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas parce que c'est l'anglais, c'est l'anglais. C'est un grand point parce qu'aux États-Unis particulièrement, si l'anglais n'est pas votre langue de proficiency, then you can't do anything. He was in a very professional career all his life, but even being able to live in America for many years, he still doesn't speak English very well. He can't get like a really high professional paid job because of that. C'est comme la langue peut limiter. La langue, ça te limite beaucoup, ça te limite trop parce que si tu ne parles pas bien anglais, si tu ne t'exprimes pas très bien et tu es professionnel par exemple, pour avoir des positions comme manager, directeur, tout ça, CEO, c'est trop difficile. Comme si vous êtes au Congo, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Sénégal, apprenez l'anglais. Si vous êtes au Québec, apprenez l'anglais. Si vous êtes à Ottawa, Calgary, apprenez le français. C'est très important. Être bilingue, mon cher, ça même pour question de l'argent. Ah d'accord. Parce que moi, il y a des jobs, et s'il y a quelque chose, je trouve quelqu'un de langue, je dis non, ça c'est votre BSP pour ordinaire. Donc, même dans la fonction publique, en fait, comme Cédric vient de le dire, il y a les primes du bilinguisme. C'est tout ça. C'est vraiment quelque chose, c'est pas insignifiant. Il y a la chance pour quand même mélanger les deux, et là ça te donne beaucoup plus d'opportunités. Parce que j'ai aussi un adage que j'aime trop aussi qui dit pourquoi être ordinaire si tu peux être extraordinaire. Alors bonjour, nous sommes ici encore aujourd'hui avec notre ami, en fait, notre invité à notre émission. Et nous voulons bien, en fait, discuter, en fait, d'un sujet, un des sujets, en fait, qui nous passionne. Vraiment. Et comme vous le savez, bien entendu, nous allons commencer par les présentations. Nous allons demander à notre invité de se présenter. Et puis, par après, nous allons vous parler, en fait, de notre sujet. Surtout ça. Merci beaucoup. Premièrement, je voulais dire merci de m'avoir accueilli dans votre studio, qui est vraiment trop beautiful. Comme on le dit en anglais. Et provenance des États-Unis, être ici au Canada, c'est vraiment un grand plaisir. Et je m'appelle Cédric. Je suis congolais d'origine, mais beaucoup de gens me connaissent sous le nom de Ma Pipo, parce que j'ai mon show qui s'appelle Ma Pipo Talk Show. Et je suis progressiste, je suis l'homme de développement, j'aime perturber les status quo, perturber les normes de notre communauté et de ce qui se passe, des tabous et tout ça. Et professionnellement, je suis beaucoup plus humanitaire. Avant d'arriver là, en fait, Cédric, je voulais en fait aussi ajouter quelque chose avec, du moins, mes impressions par rapport à Cédric. C'est que Cédric, c'est quelqu'un, en fait, qui se présente d'une manière humble, mais ce monsieur, c'est quelqu'un qui a un très grand impact, en fait. Surtout, c'est parmi des gens, en fait, qui remettent en question les choses, en fait, les statu quo, comme il a bien dit. Et aujourd'hui, c'est une occasion, en fait, pour toi, moi et nos téléspectateurs, de revenir en fait sur un certain nombre de sujets. Et aujourd'hui, j'aimerais bien en fait qu'ils te découvrent en fait, qu'ils découvrent en fait l'homme que tu es. C'est. Alors Cédric, aujourd'hui, j'aimerais bien en fait réfléchir avec toi sur un sujet en fait qui passionne. Un sujet qui peut être beaucoup plus utile aussi pour les gens en fait, du moins. Qui revient dans la diversité, en fait. C'est que nous savons très bien qu'une des valeurs du Canada et des États-Unis, bien entendu,
c'est aussi occasionner la diversité, l'équité et tout, quelles que soient en fait tes origines. Tu peux aller aux États-Unis, tu te retrouves. Surtout ça, oui. Tu peux venir ici au Canada aussi, tu te retrouves facilement. Mais il me semble que certaines personnes ont toujours des difficultés de décoder comment est-ce qu'on peut réussir dans un pays d'accueil, un pays hôte, en fait. Et c'est sous cette perspective-là qu'on aimerait bien, en fait, te comprendre ou tout simplement t'entendre. Parce que les sujets d'aujourd'hui, si je peux l'annoncer, j'aimerais bien avec vous qu'on réfléchisse, en fait, sur comment est-ce qu'on peut être intégré professionnellement quand on est, au fait, immigrant au Canada ou aux États-Unis. Alors, c'est bien ça, en fait, le sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Vraiment, c'est très, très important et notre communauté a besoin de ça parce que c'est parmi les choses particulièrement parce que je disais que tu as volé mes topics. Parce que partout là où je passe, que ce soit aux États-Unis, au Canada, moi je voyage trop, que ce soit en Australie, en Europe, je ne sais pas où, où je rencontre les immigrés, beaucoup plus congolais, diaspora. Et tu vois, il y a toujours la différence quand les gens disent oh, toi tu es avocat, toi tu travailles dans l'office du gouvernement, mais comment tu as fait? On ne fait pas ça. Tu vois? Alors, pour répondre à ta question directement, il faut seulement dire que quand les gens viennent ici, il y a les lacunes, il y a les choses qu'ils ne comprennent pas pour décoder le code du pays, pour savoir ce qu'ils peuvent faire pour exceller. Et parmi ces choses-là, je dirais c'est l'environnement. Quand les gens, beaucoup plus la première génération... Mais avant que tu arrives là, en fait, parce qu'il faut qu'on donne un peu plus de contexte, en fait. C'est que nos téléspectateurs sont immigrants, en général. Et parmi ces immigrants, il y a aussi des Congolais, des Burundais, des Libanais, etc. Des gens qui immigrent ici et qui aimeraient en fait savoir quelle serait en fait la perspective de quelqu'un comme toi qui a beaucoup voyagé ou qui a réussi dans plusieurs sphères de la vie, que ce soit l'intégration économique, l'intégration professionnelle, etc. et tout. Alors, on aimerait savoir, sans pour autant en fait, se concentrer sur seulement un seul exemple, comment en général quelqu'un qui arrive, par exemple... C'est ça que je voulais te parler. Tu as bien parlé sur le plan d'origine, les Genesis. Et il faut d'abord, c'est bien, il faut d'abord montrer combien de fois les gens qui viennent ici, les gens avec qui on fait allusion, ce sont des gens qui, parmi eux, étaient réfugiés quelque part. Et peut-être n'ont pas eu la chance d'étudier et d'avoir des niveaux d'études qui peuvent leur aider directement d'affronter un boulot qui est meilleur ou bien d'une façon ou d'une autre. Deuxièmement, il y a d'autres qui sont immigrés et pour chercher des opportunités et que parmi peut-être les temps qu'ils ont passés pour chercher comment arriver en Occident et n'ont pas eu peut-être travaillé. Et troisièmement, il y a aussi les gens qui veulent seulement aller dans d'autres pays et pouvoir se réinstaller là-bas pour vivre. Alors, quand on parlait de ces gens-là dans des pays comme Canada, États-Unis, même en Europe, il y a les difficultés de pouvoir avancer parce qu'ils pensent que ce sont les Blancs, chez nous on l'appelle les Bazungu, qui peuvent seulement avoir des postes ou bien des positions qui payent bien, qui sont bien installés comme superviseurs, managers, directeurs et tout ça, alors que c'est pas les Blancs, ça veut dire les locaux, c'est-à-dire les Américains, les Canadiens d'origine, les gens qui sont ils ont vécu ici il y a beaucoup d'années, quoi, et des générations et générations. Alors quand les gens viennent comme nous, les immigrés par exemple, et pour faire allusion à ça, moi aussi, je suis originaire congolais comme je l'avais dit, et j'ai au moins dizaines des années aux États-Unis. Donc, j'ai aussi navigué le système pour savoir de quoi est-ce que je parle. Merci beaucoup. Qu'en est-il au fait des immigrants qui peuvent être des couleurs blanches, par exemple les Ukrainiens? Oh, il y en a, il y a les Ukrainiens, il y a les Syriens. Est-ce qu'ils ont aussi cette façon de faire qui les limite, au fait? Parce que là, vous venez de parler, au fait, d'une certaine mentalité. Et la mentalité est telle que c'est que les gens qui viennent, par exemple, du pays du Sud, nous voyons en fait les Congos qui étaient déchirés par des guerres, etc. C'est que la limitation ici, parfois,
est sujette à une certaine mentalité, en fait. Ça, c'est une bonne question. Et sur mon expérience, parce que je travaillais aussi avec une organisation, une grande organisation qui est octroyée le travail pour les immigrés. Ah, et tu vois la différence entre les gens de pays du Sud et ce que vous parlez là peut-être des Middle Eastern. La différence, c'est quoi? La différence est que quand il y a un Syrien, un Afghan, des Middle Eastern, ils ont des connexions entre eux qui permettent à ce qu'ils puissent, d'une manière ou d'une autre, aboutir dans certaines positions. Quand tu parles des gens du Sud, par exemple le Congo, Ouganda, Burundi, ils sont difficiles à affronter ou bien à être à ce niveau-là parce que de l'avantage, ils n'ont personne là-bas pour peut-être les inspirer ou bien pour leur montrer les chemins pour y être. Alors ça fait une sorte des différences de connexion entre les deux des régions, quoi. C'est ça la différence. Alors, quand tu parles des gens des Sud, comme les Congolais, Est-Afrique et Ouest-Afrique, tout ça, la différence, c'est que la connexion et comment être là avec autre chose, peut-être qu'on peut décortiquer. Alors, Cédric, il y a quelque chose en fait, que tu viens de dire qui est très intéressant, en fait, c'est que la différence entre l'immigration du Nord et l'immigration du Sud, dans des pays comme l'Amérique du Nord, bien entendu. Et là, vous venez d'épingler, en fait, un certain nombre de difficultés ou des obstacles, en fait, que les gens du Sud rencontrent dans leur processus, en fait. Mais il ne faut pas aussi oublier une autre chose. Ça, on doit en parler. Moi, je ne sais pas si dans votre podcast, il y a des choses que vous parlez ou vous ne parlez pas, mais je vais parler. Non, si vous allez couper ça après, ça va. Mais il faut aussi savoir démontrer la question des racismes. Et des bias. Parce que vous savez, quand on voit quelqu'un avec un autre peau, on pense qu'il est directement comme ça. Mais quand tu vois que tu es Congolais, ou bien tu es Ougandais, tu es Kenyan, tu es Africain, peau noire, déjà, il y a les labels. Il y a les labels. You know? On assume, on fait des présomptions que peut-être tu n'es pas intelligent, peut-être tu n'as pas étudié. Même si tu as étudié, tes certificats ne sont pas accrédités avec les institutions, donc directement. Tandis que d'autres là, ils sont peau jaune ou blanche, je ne sais pas quoi, et ils ont déjà l'effet vert. Il y a aussi une question de racisme et de discrimination quand il s'agit d'affronter ou bien d'affranchir certaines positions ou bien carrières. Ça se voit en fait dans plusieurs domaines, plusieurs sphères. Je pense qu'il y a encore la route à faire à ce qui concerne en fait la lutte contre les racismes, la destruction en fait du plafond en verre, c'est-à-dire il y a des niveaux où peut-être des gens n'arrivent pas à percer tout simplement à cause de leurs origines, leur couleur de peau, etc. Et donc, tout ce qui est racisme, sexisme, agisme, tu connais l'agisme. Agisme, mais aussi, et ça est aussi là-bas. Mais aussi, un autre point, il faut aussi dire que, encore, à mon expérience, il y a des gens qui, quand j'ai parlé, par exemple, je pars sur la route, sur la communauté, si tu n'as pas eu la chance peut-être d'étudier beaucoup, je dirais par exemple l'université là où votre pays d'origine ou bien votre deuxième pays de refuge, soi-disant, il y a des difficultés pour naviguer les systèmes. Le système est professionnel. Et cela fait à ce que les gens ne pensent pas trop, ils ne font pas des rêves trop pour aboutir peut-être des boulots. Mais aussi, ce que j'avais dit, ça connecte aussi avec l'environnement. Parce que si vous êtes dans un environnement que tout le monde fait, ils font tous la même chose. Donc, il n'y a pas cette motivation, il n'y a pas cette push de dire que non, tu vois, Stephen est ici, il travaille au gouvernement, donc toi aussi tu peux le faire. Mais si tout le monde travaille certains genres de travail au niveau bas, donc moi, si je viens aussi dans cette communauté, je penserais que c'est ce que tout le monde... C'est ce que tout le monde doit faire. Effectivement. D'abord, en fait, moi, je vais éclaircir là-dessus, c'est que on ne va pas hiérarchiser les professions. On ne va pas dire qu'il y a des professions beaucoup plus élevées
et des professions moins élevées, au fait, parce que nous nous disons que celui qui touche le travail avec ses mains, si c'est la passion, ça va. Ouais. Mais si vous le faites juste parce que vous ne pouvez pas peut-être faire autrement, là, ça devient en fait une... Il y a un adage français qui dit il n'y a pas des sautes... Il n'y a pas des sauts métiers. Il n'y a pas des sauts métiers, mais des sautes personnes. Des sauts genre, effectivement. Des sauts genre, oui. Comme vous le dites, effectivement. Alors là, Cédric, est-ce qu'il y a un cas, par exemple, dans nos communautés d'immigrés qui peut illustrer, au fait, cette difficulté que tu connais? Est-ce que tu connais une petite histoire, par exemple, de quelqu'un qui est arrivé ici et qui a eu des difficultés au fait à s'intégrer à cause d'un certain nombre d'obstacles au fait qu'il a rencontrés? Non, mais les difficultés, les problèmes, je ne sais pas qu'on peut pointer les doigts parce qu'on est ici. Nous sommes exemples vivants. On est là. Quand je suis arrivé en Californie, je travaillais déjà et j'avais l'expérience de travail. J'étais en Ouganda, je parle l'anglais. Bien que je ne parlais pas American English, quand même je parle l'anglais de la façon que je pouvais communiquer et pouvait m'écouter facilement et écrire professionnellement. Mais au début, je dirais au début, j'avais eu des difficultés de pouvoir trouver. Parce que les gens de travail que j'ai cherchés, I did not get it. Okay. Because I think the perception of the people that wanted to hire me thought this guy is not that at that level. Okay. You know, and one of the things I got was like, man, you just come to America, man. You don't know. You don't understand. I'm like, no, I can work, you know? I'm like, no, you got to do, in America, we call them entry-level jobs. Yeah. You got to do an entry-level job so you can get to the professional job. I understand. However, I've already on a professional job with more experience. I struggled. You know, c'était vraiment, c'était difficile. C'était difficile, oui. Et c'est ce que j'étais parti faire. Ouais. Ce que j'ai dit, c'est pas question de minimiser ou bien de undermine les travaux, mais c'est question de là où tu veux être, mais le système ne te permet pas. J'étais obligé d'aller travailler dans un thrift store. Oui. Des thrift stores, je ne sais pas vous appelez comment en français, dans les thrift stores, pour pas même cashier. J'étais pas même cashier, j'étais pas même... Non, c'est pour enlever des hangers et cleaner, la maintenance. et on the back door, have to carry stuff, tout ça. Mais je me suis dit, OK, si c'est ça ce qui me permettra d'aller là où je vais le faire. Mais en fait, nous remarquons en fait cette tendance, pour ne pas l'appeler la difficulté, en fait, même ici au Canada, c'est que dans le milieu professionnel, nous voyons en fait des gens qui viennent avec leur spécialité, par exemple, qui sont médecins, par exemple, dans leur pays d'origine, des gens qui sont des grands informaticiens, etc. Mais lorsqu'ils arrivent ici, il y a en fait un mécanisme d'intégration, mais qui suppose que tu dois passer par un certain nombre d'étapes. S'ils sont noirs? Non, pas nécessairement. Je connais beaucoup de gens, en fait, peut-être avec qui j'ai travaillé quand je suis arrivé ici. Parce que quand je suis arrivé ici, j'ai commencé, en fait, ma profession comme enseignant de langue dans une école privée. Et à cette époque-là, en fait, je pense que j'ai recevais, quand je suis arrivé, $18 de l'heure. Et ce qui était un tout petit peu pour quelqu'un qui avait mon niveau d'études, en fait. Ça, c'était, en fait, le minimum wage. Pour commencer, en fait, dans mon domaine. Ouais. Alors, mais je ne pouvais pas me plaindre, tout simplement parce qu'à mes côtés, il y avait des gens qui étaient des professeurs d'université ailleurs, qui avaient des très grandes expériences, etc. et tout. Alors, j'ai compris qu'en même temps que nous avons notre perspective, par exemple, individuelle, en tant que des individus, la façon dont nous devons, en fait, intégrer des professions et la façon dont nous devons accepter de passer par un certain processus d'intégration. Il y a aussi lieu, au fait, d'intégrer comment le système est construit pour intégrer les gens professionnellement. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai compris que
Quand on vient ici, quand on vient par exemple en Amérique du Nord, quel que soit en fait le niveau d'entrée du moins les niveaux que tu connais, les niveaux d'entrée, ça peut être n'importe quoi en fait, une question de maintenance, etc. Quels que soient ces niveaux, ce qui importe beaucoup plus, ce sont tes ambitions. Ouais, évidemment. Ouais, ce sont tes ambitions. Et puis, accepter de passer par tous les mécanismes d'intégration. Quels sont ces mécanismes d'intégration-là? Ça existe partout. Si ce n'est pas qu'en Amérique du Nord. C'est, à mon avis, c'est construire sa réputation. Ouais. C'est-à-dire, quel que soit, en fait, l'endroit d'où vous venez, partout ailleurs, il faut construire sa réputation. You have to go through the steps. Il faut passer par là. To get there. Et puis, il faut construire son réseau professionnel. Ça, c'est très important parce que je m'imagine, en fait, ce n'est qu'une question de bon sens. C'est que entre deux personnes qui sont très compétentes, tu choisis la personne que tu connais déjà mieux que la personne que tu ne connais pas du tout. Et donc, le réseau, c'est très important parce que c'est là où nous grandissons, c'est là où nous avons nos mentors, c'est là où nous recevons, en fait, nous grandissons un peu de mots. Alors, est-ce que, à ton avis, les difficultés que nous rencontrons, est-ce que c'est seulement lié à notre couleur de peau, mais est-ce que c'est seulement lié à notre couleur de peau ou il y a aussi d'autres domaines ou d'autres aspects de la vie qui peuvent nous toucher, comme par exemple les manques d'un réseau, par exemple. Il y en a beaucoup. Hein. La discrimination ou bien couleur de la peau, c'est une chose, évidemment. Mais il y a d'autres choses. Et je voulais seulement dire ce que vous aviez dit là-bas. Le système, moi, je suis quelqu'un qui aime suivre et conseiller aux gens de suivre les systèmes pour savoir là où vous êtes. Parce que le système, par exemple, congolais, c'est tout à fait opposé, différent du système américain ou canadien. Alors, pour moi, pour être beaucoup plus successful ici, il faut que je comprenne comment est-ce que le système ici fonctionne. Alors, au-delà de ça, bien sûr, il y a aussi question des langues. Pour les gens qui ont des difficultés de parler les langues d'une manière professionnelle, de pouvoir travailler sur ça, il y en a. Mais aussi, il y a aussi question d'intégration parce que c'est pas seulement ça, il y a aussi la mobilité. Parce que tu peux être professionnel, tu peux être bon à ce que tu fais, mais il n'y a pas la mobilité. Il y a pas... Qu'est-ce que tu entends par la mobilité? La mobilité, cela veut dire que bien que, par exemple, aux États-Unis, il y a des endroits où le transport public, c'est pas comme, c'est pas ici, hein, c'est pas comme ici. C'est pas extrêmement développé. C'est pas pareil. Il faut que tu aies une voiture, il faut que tu fais tout ça. Et tout, c'est la demande de moyens pour arriver. Ça, c'est pas trop grand, mais ça t'affecte d'une manière ou d'une autre. Parce que si tu travailles sur 30-50 km, tu vas faire quoi? Et il n'y a pas le moyen de transport. Chez nous, s'il n'y a pas dans de grandes villes comme New York, Los Angeles, il n'y a pas vraiment des trains partout. Il n'y a pas des bus partout. Alors là, il faut que tu aies de mobilité pour faire ça. Alors ça, ce sont parmi les choses qui causent à ce que les gens peut-être ne puissent pas être intégrés d'une manière ou d'une autre. Mais la plus grande chose que vous aviez aussi parlé, c'est la question d'accréditation et de licensing. Pour cela, pour moi, je n'ai pas de problème parce que si vous étiez, je dirais, docteur ou médecin, il faut que votre formation ou bien votre accréditation soit approuvée. Parce que ça, c'est la science. Hein. La science, comme la médecine, là, on ne joue jamais avec ça. Il faut que tu puisses prouver que tu peux être docteur au Canada ou tu peux être docteur aux États-Unis. Et cela, moi, je n'en disconviens pas. Il faut quand même que tu passes sous les textes. Mais si tu étais professionnel social work, computer science, tu fais le project management, et il fait les trucs de communauté, tu es professeur, je pense que ça, c'est générique. Ça, c'est générique. Effectivement, mais étant donné que tu touches au fait la question des sciences sociales que tout le monde au fait peut avoir rapidement en fait comme social worker, etc. et tout. Alors, comment est-ce que tu trouves l'intégration des Américains, des locaux, par rapport à l'intégration des immigrants? Est-ce que vous pensez que les locaux sont intégrés facilement dans les milieux professionnels? Et si oui, quelles sont les difficultés pour les gens qui immigrent dans le processus au fait, d'intégration?
Quand vous parlez des locaux, vous parlez par exemple des Canadiens, bien les Américains. Oui, des Canadiens, c'est-à-dire des... Mais c'est dans leur pays, j'estime que c'est dans leur pays, ils connaissent les systèmes. Je pense que, peut-être du moins, j'aimerais toucher sur le point des first generation. Effectivement. La première génération des immigrés. C'est là qu'ils veulent terminer l'université et puis ils veulent commencer. Je pense que c'est là aussi il y a un grand problème. Parce qu'il y a deux volets là-bas. Parce que pour nous, on est venus ici, on est des adultes, on est professionnels, vous êtes en train de vous battre pour travailler, tout ça qu'on sort. Ouais. Mais il y a aussi la génération des petits qui sont venus ici en moyen âge, mais ils sont passés sur école secondaire, université, alors là, ils se cherchent. Ça, c'est tout à fait différent. Et je pense que cette génération aussi souffre beaucoup. Parce que cette génération, c'est une génération qui, la première génération des immigrés, qui, à notre avis, ou bien à nos parents, ils sont censés savoir le système, mais ce n'est pas le cas. D'accord. It's not the case. D'accord. Est-ce qu'il y a un processus d'accompagnement, par exemple, aux États-Unis, de First Generation? Il y en a et il n'y en a pas. Et je pense que ça, il faut qu'on puisse décortiquer beaucoup plus sur ça. Est-ce que tu peux me permettre de citoyen? Non, il n'y a pas de problème. Ça nous rend beaucoup plus proches. Beaucoup plus collaborateurs, effectivement. Oui, c'est... Alors... Nous étions en train de discuter au fait de l'intégration professionnelle. Et l'intégration professionnelle, en fait, dont on parlait de cette intégration professionnelle, en fait, des immigrants, n'est-ce pas? Si. Et puis, dans notre discussion, qui était déjà un débat houleux, c'est-à-dire, on était en train de se demander est-ce qu'on est intégré professionnellement, est-ce qu'on n'est pas intégré professionnellement? Et si on n'est pas intégré, quels sont en fait les obstacles que nous connaissons pour être intégrés? Et là, tu venais aussi de soulever, au fait, un aspect de l'intégration, c'est-à-dire, nous connaissons que certains obstacles sont liés au fait que les gens se déplacent d'un endroit pour un autre endroit. C'est comme une plante, en fait, c'est-à-dire, si tu enlèves une plante de son sol habituel, de la terre, et tu les transplantes dans un autre sol, dans un autre jardin, ça va faner d'abord. C'est un processus naturel. Et puis, si cette plante est chanceuse, ça tout simplement, si cette plante est capable de s'adapter, ça va encore fleurir avec le temps. Bien sûr. Nous voyons beaucoup d'immigrants comme ça, en fait, qui fanent d'abord et puis qui se retrouvent avec le temps. Mais malheureusement, en fait, il y a un aspect... Et ceux-là qui ne se retrouvent pas. Il y a ceux qui ne se retrouvent comme une plante, tu vois. Peut-être dans leur sol, ils n'ont pas pu mettre un peu de manure, quoi. Qu'est-ce que ça représenterait pour toi, en fait? Le fait d'être transplanté comme une plante, en fait. J'aime bien, en fait, cette allégorie. C'est une gonade. C'est-à-dire, tu prends une plante, tu les transplantes dans un autre jardin. C'est un processus naturel, au fait, de faner et puis de fleurir. Alors, qu'est-ce que cela représenterait? Je pense que c'est... it's a good analogy. Because I believe that everywhere you go, you have to be watered. C'est comme ça qu'on dit. Quand il y a une plante comme ça, il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut peut-être, si peut-être le sol que tu avais, c'était d'une catégorie, et l'autre sol, là, c'est pas comment. Il faut quand même qu'on y ajoute des manures, tout ça pour que ça puisse là-bas. Mais aussi, peut-être pour que ça ne fane pas. C'est pour cela, je vois, il y a beaucoup de plantes ici, même dans ce studio. Et tu te réveilles le matin, il faut que tu mettes de l'eau pour que ça puisse être là. Alors, dans ce cas-là, la réponse serait donc, il faut toujours se connecter aux gens qui peut-être étaient déjà là-bas, dans cette ville, dans ces provinces, et ils ont réussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut parler à d'autres gens, des milliers, pour savoir, pour accéder à ce qu'il faut faire. S'il faut même... il s'agit même de chercher un mentor. Il y a des mentors qui sont gratuits, il y a les mentors qui tu payes aussi pour qu'ils puissent t'aider. C'est normal. Est-ce que le système, par exemple, toi qui viens des États-Unis, qui travaille, qui est vraiment socialement, professionnellement intégré aux États-Unis, est-ce qu'il y a un accompagnement social et un accompagnement du système américain qui vous permet en fait de vous intégrer? Et si on peut toujours utiliser la même analogie, est-ce qu'il y a ce système qui met pas du tout. de l'eau? Pas du tout. Je me souviens à l'université, il y avait de workforce
workforce groups qui peuvent t'aider et à pouvoir chercher du travail, tout ça. Mais vous êtes dans le milieu éducationnel, donc là, c'est quelqu'un qui vient t'aider, tout. Et si tu n'es plus là-bas, donc c'est tout. Donc, je dirais, pour t'aider, non, il faut que tu sois little bit creative by yourself. But also, tu dois aussi savoir les gens qui peuvent t'aider. Et c'est un grand défi parce que je vois beaucoup, particulièrement la première génération d'immigrés comme nous, les Congolais, qui terminent l'université et ils ont difficulté. Ils ont vraiment difficulté de pouvoir affranchir des bons boulots, peut-être, je dirais, des professional work in which they studied for. You know, tu termines comme nurse, tu termines comme ingénieur, tu termines comme in master's or degree, but you still can't get that job. You know, it's a serious challenge, and that's because of a lot of things. One, you mentioned some of them. It's a lack of connections. You know, they say your network is your net worth. Les gens que tu connais sont les gens qui peuvent t'aider. Alors, si tu es là-bas, tu as 22, 23 ans, tu cherches le boulot de ton dream et tu ne connais personne, souvent, c'est trop difficile d'affronter. Donc, il faut que tu cherches les gens. Deuxièmement, c'est l'environnement. On peut s'arrêter là un tout petit peu parce que tu dis il faut chercher les gens, c'est-à-dire construire au fait construire des réseaux professionnels. Des réseaux professionnels, participer dans des meet-up, il y en a. Il faut aller dans des petites conférences ou bien des choses qui se passent. C'est quoi les astuces au fait pour construire son réseau professionnel lorsqu'on est immigrant? Moi, je pense que je ne pense pas que c'est la question d'être immigrant ou pas immigrant. Je pense que c'est la question personnelle à ce niveau. C'est la question de s'ouvrir. De s'ouvrir, effectivement. De s'ouvrir aux gens. C'est la question de quitter dans ta chambre. Parce que je rencontre beaucoup de gens qui disent « Oh, Kaka Cédric, je cherche du travail, mais je ne trouve pas. » Mais je te dis « Bon, tu as cherché où? Oh, mais je suis toujours à la maison, LinkedIn, Indeed, tout ça. Je dis non, ça c'est pas... Ça marche pas comme ça. Ça c'est limité. Est-ce qu'il y a quelqu'un du réseau que tu connais? Non, vraiment, je ne connais pas personne. Mais il va falloir nous dire, à ton avis bien entendu, comment est-ce qu'on peut construire son réseau? Et là, il va falloir qu'on comprenne, en fait, la construction du réseau à deux niveaux. C'est-à-dire, d'abord, en tant que personne, en tant que professionnel, comment est-ce qu'on investit dans ce réseau et qu'est-ce que ça signifie, en fait, à ton avis, bien entendu. Et puis après, si tu peux aussi essayer un tout petit peu de nuancer la construction de son réseau lorsqu'on est immigrant. Lorsqu'on est immigrant. Oui, parce que ce n'est pas la même chose, j'imagine. Bon, je dirais que c'est pas et c'est la même chose. Parce que pour construire n'importe quel réseau ou bien network des gens, il faut d'abord que toi, tu sois là-bas. Il faut que tu sois là où les gens sont. Il faut que tu sois là où les choses se passent. Tu ne peux pas être enfermé dans ta maison et puis tu penses que les gens vont venir te chercher. Jamais. Est-ce qu'il y a des scénarios? Je vois par exemple, disons, Bichikwabo, Rodriguez, etc. Ils arrivent par exemple au Canada, aux États-Unis. Ils viennent par exemple du Pérou ou ils viennent par exemple de la Pologne ou du Congo par exemple. Et il arrive à Montréal ou tout simplement, disons, à New York. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? 3 choses. Oui, d'accord. Dans mon avis, j'ai toujours aux gens, il y a 3 choses que tu dois faire. Ok, s'il vous plaît. La première, regardez dans votre communauté, des gens que vous avez. Il faut commencer avec ça. Il faut commencer avec ça. Est-ce qu'ici, je suis au Ottawa, est-ce qu'il y a des Congolais? Qui sont les Congolais qui sont ici? Parce que c'est votre nouveau... Ça, c'est pour un Congolais, au fait. Par exemple, je donne cet exemple direct. Oui, pour un Est-ce qu'il y a des Congolais ici? Et je vois, il y a des Congolais. Est-ce que tu connais? Je suis à Ottawa, j'appelle mes amis. Est-ce qu'il y a un Congolais? Oh, je connais Steven. Steven fait quoi? Oh, Steven travaille ici. C'est OK, Steven, je suis là, je suis Cédric. Je viens juste de terminer Public Health. Je suis en train de chercher un travail. Je ne sais pas si tu peux m'aider ou bien tu connais quelqu'un. Oh, Steven dit non, moi je ne suis pas de public health, j'ai fait les professionnels, mais je connais, j'ai un ami. Tu vois, ça commence. L'ami avec l'ami avec l'ami. Ça, c'est la première chose. You have to reach out. La première chose, il faut chercher. Il faut rencontrer sur les gens. Le petit point au premier là-bas, si peut-être il y a des communautés, il n'y a pas des gens de là où vous venez, vous êtes Camerounais, il n'y a pas de Camerounais, vous êtes Congolais, pas de Camerounais.
souhaiterais quelqu'un de pouvoir aller en ligne, beaucoup plus sur LinkedIn. Sur LinkedIn, taper la profession, regarder les gens qui sont là-bas. Effectivement. Demander, tu vois, quelqu'un, Richardson, je vois vous êtes en public health, vous travaillez à Ottawa, cette organisation. Je suis aussi en public health. Est-ce que je peux avoir 15 minutes avec vous pour me dire ce qui se passe? Effectivement. Tu crées la connexion. Tu crées la connexion. Et donc là, tu as parlé au fait des affinités naturelles, c'est-à-dire tu es polonais, je voulais dire, tu essaies d'épuiser dans les affinités naturelles, c'est-à-dire les gens qui viennent de Pologne, ta communauté polonaise. Tu es congolais, tu es rwandais, tu es burundais, tu es péruvien. Alors là, tu essaies un tout petit peu de connecter avec ta communauté. Parce que vous savez, si vous vous connectez avec votre frère ou sœur, vous venez d'un même endroit, dans le même pays, c'est trop facile. C'est beaucoup plus facile. Vous parlez la même langue, peut-être vous êtes dans la même région, tout, vous avez un peu des trucs de commun, ça c'est bon. Il y a déjà des affinités naturelles, du point de vue linguistique, culturel, etc. Et c'est pour cela que je parlais de ces petits points là-bas de chercher. Deuxièmement, il faut être outgoing. Ah, d'accord. Parce que si vous voulez vraiment être exceller dans le monde professionnel, il faut être un peu outgoing. Donc, il faut chercher. Il y a est-ce qu'il y a les meet-up? Est-ce qu'il y a les meet-up professionnels à Ottawa? Est-ce qu'il y a les happy hour? Quelque part. C'est comme les dating. You can't get a wife or a girl if you are home. You gotta be where people are. Tu dois rencontrer des gens, effectivement. Exactement, right? Est-ce qu'il y a les meet-up? Qu'est-ce qui se passe au vendredi dans un bar quelque part? Qu'est-ce qui se passe au parc quelque part? Est-ce qu'il y a une petite conférence et les gens discutent tout ça? Qui seront là-bas? Non, ça c'est un bon exemple. Qu'est-ce que je peux parler avec? Ça c'est un bon exemple parce que les gens veulent construire en fait leur réseau tout en pensant en fait que c'est leur réseau qui va le chercher en fait. Non, jamais. Pas eux chercher les réseaux ou à construire un réseau. Il faut construire. Mais l'exemple que tu viens de donner, comme du moins les dating là en fait, c'est que les gens pour être en relation, ils doivent faire un pas, ils doivent faire un pas vers l'objectif en fait. Ça c'est vraiment très important. Oui. Ça c'est très important. Il faut chercher. Même pour moi, quand même, je voulais affranchir des réseaux, des niveaux. Je payais même le billet pour aller dans des conférences. Ah, d'accord. Et je me souviens, si je savais, si je l'avais encore, j'avais même mes petites cartes de business. Ah, d'accord. Cédric Mourou, là, mon numéro. Ah, d'accord. Ah, moi, c'est Cédric Mourou, là, je veux en parler. Vous êtes busy, Steven. Est-ce qu'on peut se parler un peu? Je te laisse. Ah, ça, c'est et j'ai mis là, in the back, ma expertise. C'est que je peux faire. Et je te laisse. Tes expertises. Troisièmement, parce que vous êtes déjà dans la communauté, vous êtes dans les meet-ups. Troisièmement, si possible, il faut que tu te cherches un coach. Un coach, ou bien un mentor, ou bien un coach. Et c'est là, souvent, il y a des gens qui paient pour ça. Souvent aussi, je charge sur ça. Il le faut. Parce que si tu es avec quelqu'un qui est connecté, l'argent, c'est rien. Parce que you're going to get the return in that investment. Chercher des coach comme toi, des trucs que tu fais, quelqu'un qui paye coach mentor, je les appelle comme ça, quelqu'un qui peut passer peut-être 30 000 1 heure avec toi une fois par semaine, vous parlez avec certaines choses, parce que là, vous utilisez cette personne comme votre pont. Parce que là, vous savez que si je suis votre mentee, comme si vous êtes mon coach, déjà, utilisez mes besoins. Tout mon network sera mon network. Parce que tu sais ce qu'il va faire. Et il y a des gens qui, si tu veux, je ne te connais pas, et puis tu veux que tu puisses accéder à mon network, et là, tu te mets avec quelqu'un, un coacheur, tout ça, comme je te disais. Parce que là, ton network, c'est mon network aussi. Si vous avez les trucs, parce que vous êtes déjà connecté. Oh, il y a quelque chose qui se passe quelque part. Cédric, est-ce que tu seras disponible pour que... Ok, tu viens avec moi. Et je suis là avec toi. Oh, lui, c'est Cédric, il fait ceci, est-ce que vous faites comme ça? Et puis, vous lui coachez aussi sur certaines choses, et la référence pour le travail, pour lui dire... Quand il a when you got a job interview,
meet with him, this is the questions, let's see the company, because you know those things already. Okay. How coaching on interview questions, this is how you can respond. Let me see your cover letter. I can review it, put this, say this, do this, and then you're ready, you're done, The third one, always look for a mentor or coach. Either you get lucky, somebody that want to help you, or if you needed to pay somebody. Alors, Cédric, il y a aussi quelque chose que les gens ne font pas souvent, je voulais dire, c'est que comment est-ce que ton histoire, toi, peut inspirer quelqu'un, en fait, dans ces démarches-là? Comment tu as construit, en fait, ton réseau? Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu comment tu as construit ton réseau professionnel ou même les réseaux sociaux? Parce qu'ici, il s'agit, en fait, de savoir comment est-ce qu'on construit son réseau, network, comme vous le dites en anglais, bien entendu. Et est-ce que tu peux nous expliquer à travers ton expérience, à travers ton histoire, comment est-ce que tu as construit les réseaux que tu as Moi, mon réseau, c'est par les gens. Les gens. J'ai toujours dit, même à mes cousins ou tout ça, c'est les gens. C'est la même façon on s'est rencontrés. On s'est rencontrés pour la première fois. Et comme ça, on a parlé. J'ai trouvé que tu es quelqu'un de quelque chose. J'ai gardé contact. Je te suis. Si j'ai question, je te pose. Et là, vous devenez mon network. Si je trouve un petit qui a besoin de quelque chose que tu offres, je dis non, j'ai mon petit Adrien, il a besoin de quelque chose, mais je sais que toi, tu as ça. Est-ce que tu peux l'aider? Donc, moi, mon réseau, je l'ai construit avec les gens. Les gens que je ne connais jamais. Les gens que je n'ai jamais. Ils ne sont pas mon oncle, mes tantes, comme on le dit, parce que tu as des oncles, tantes qui sont élevés là. Donc, toi, si tu es bien. Moi, je n'ai pas ces gens, des familles proches qui sont comme ça. Mes familles proches, les gens qui m'ont aidé dans la vie, c'est les gens comme toi qui m'ont aidé à être là. Et aujourd'hui, comme tu l'avais dit, je suis I'm very happy and proud to have built a network of so many people. I know many people everywhere. Even everywhere I travel, I can stay with people like crazily, and those people are more the people either community level or professional level, and I've met them in all the, I could even travel today if I know something great is going to happen in Ottawa and I have to pay $500 and I know this person is going to be there and I'm going to have a chance to meet them and maybe have a coffee with them, I will go. D'accord. If I know Stephen is going to be there and after we'll have a coffee with you in town, I will go. Stephen, I saw you with your Battle Rex Ottawa, but I don't know how to reach out to you. I'm in this conference. I know tomorrow you're free. Please, can we have coffee? Let's have coffee. Exchange next time you become close. So sometimes you gotta work for it. Things doesn't fall from the heaven. And today I know so many people, like all the types of jobs I've done. Honestly, in my recent 5 years, it's not a job that I look and I see. Those are jobs that, Cedric can do this. And then, I know a guy. And then they send me stuff, you know what I'm saying? And when I apply, because they know already what I can do, you know what I'm saying? So I'm not bragging about that. But it's just like, it's just to say when you have people, for me, it's the people. The people. People, man. Parce que tout ce qu'on peut faire, c'est à travers des gens. Parce que moi aussi, je me rappelle, au fait... j'ai fait les études de droit d'abord et j'ai commencé au fait ma vie à travailler dans les domaines de droit. C'est que je n'avais jamais pensé au fait être un enseignant, travailler dans les domaines d'éducation ou tout simplement être coach, etc. et tout. Et donc très tôt dans ma vie, j'ai voulu au fait m'orienter comme un activiste des droits de l'homme, par exemple, exercer comme avocat, des choses comme ça, peut-être un jour comme juge et tout. Mais ma vie, c'est quelque chose, en fait, qui est rempli de plusieurs rebondissements. Rebondissements. Ça veut dire quelque chose, rebondissement? Rebouncing, Et donc, je n'ai pas choisi à être enseignant. C'est tout simplement des événements de la vie, en fait, qui nous ont amenés là. Et c'est-à-dire, pour moi, à tout moment... Lorsque je me retrouve dans une situation où il faut que je me reconstruise, je commence par me demander d'abord qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux faire correctement.
Et puis je me dis, est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire dans ces contextes? Parce que les contextes sont différents. Ouais, définitivement. Si par exemple ici, je ne peux pas exercer comme avocat, par exemple, mais je parle déjà français. Ouais. J'ai le français qui est là, au fait, que je parle correctement. Ouais. Mais pourquoi pas ne pas commencer, au fait, à enseigner? C'est comme ça que je suis devenu enseignant. Et une fois que je suis devenu enseignant... très bien ce que vous faites. Hein. Ah, merci beaucoup. Il faut d'abord dire à votre interlocuteur, votre audience, que moi, je ne suis pas francophile. Hein. Moi, je suis beaucoup plus anglais. Francophone, alors. Moi, je ne suis pas francophone. Tu es francophile, mais pas francophone. Moi, je ne suis pas francophone, oui. Donc, le français que vous écoutez ici, ce n'est pas vraiment... Ça, c'est le français tu peux mélanger ça, c'est bilingue, de la rue pour moi. Donc, parce que je sais, les gens qui parlent français, ils ont beaucoup l'habitude des corrections. Et là, dit les ou là, il a dit fait ou fa. You know? Tu parles extrêmement très bien, Cédric. Et puis, il faut qu'on laisse cette mentalité-là. La langue, c'est juste un outil de communication. That's why I like English. I think English is very easy. There is no genre féminin, masculin, tout ça. Et tu peux t'exprimer toute fois facilement. Et les gens ne te jugent pas. Les anglophones, vraiment, you say something. If I just hear what you wanted to say, that's it. I don't want to know how you say it, you know, in which way you say it. Et donc, ça, c'est un exemple, au fait, d'ailleurs, pour mes étudiants et mes clients. C'est que voici un exemple, au fait, d'un anglophone qui parle français et qui tient, en fait, toutes ses explications en français, ses historiettes, etc. Et donc, si vous agissez comme Cédric, c'est vraiment un exemple de courage, un exemple de vulnérabilité. Accepter que vous pouvez faire des erreurs, que vous pouvez être vulnérable pour apprendre. Et ce qui est plus important ici, c'est de communiquer. Et donc, Cédric, merci beaucoup, au fait. Ça, c'est un bon exemple que j'essaierai en train de montrer, au fait. Je vous en prie. C'est bon, ouais. Donc, c'est ça. Donc, en gros, il faut seulement dire que pour se lancer, il faut avoir les gens. Effectivement. Et pour moi, avoir les gens avec toi, c'est la richesse. Effectivement. Et j'ai toujours remercié Dieu de pouvoir connaître beaucoup de gens dans la vie et qui, partout là où je voyage... Tu viens d'évoquer aussi quelque chose, parce que j'aime au fait aussi que lorsque les gens disent, surtout dans certaines communautés, je peux donner l'exemple au fait de nos communautés, lorsque vous dites que vous remerciez Dieu pour les gens que vous connaissez au fait... Est-ce qu'on peut juste s'asseoir et puis Dieu le fait, ou il y a des choses que vous avez fait? Non. Bien que j'ai évoqué, je voulais pas mettre ça beaucoup plus spirituel, hein, parce que loin de ça. Je pense que non, c'est toi. Non, parce que la façon dont vous avez dit, hein, ça montre une attitude passive. Voilà. Non, d'une attitude passive, je dirais reconnaissance seulement. Ah, c'est une attitude de reconnaissance des gens que je rencontrais, mais je ne les ai pas rencontrés parce qu'ils sont tombés du ciel. J'ai fait des efforts. Je les ai approchés. J'ai été bien avec eux. Je les ai traités bien. Un autre aspect avec les gens, c'est pas seulement que tu connais les gens, il faut traiter les gens bien. Parce que quand tu traites les gens bien, ils se souviennent. Parce qu'il y a un adage qui disent people don't remember you of what you did to them. They remember you on how you made them feel. C'est pas les trucs que tu as fait. C'est how you make them feel. And that's why for me, I meet people, I can say, man, Stephen, man, he's a good guy. It's not about because he has given me money, he has done this. It's just like the way you welcome me. The way you make me feel at home. You respect it. You just make me feel big, yet I'm small. And I'm like, damn, this is good. You know what I'm saying? Toi, tu es un frère. You know? So when you go with that mindset, you know, places, it feels so good, you know, and I think that's the essence of like, you know, how people really can, you know, get to build a network that is really intentional. Because there are people, you know, it's like social media. You know, for me, I have a social media platform, but technically, I know pretty much a lot of people, and I got to connect to people. I was here in Ottawa. I get it like, oh, Cedric, I know you. I've seen you. I've interacted on your social and stuff like that. You know, I'm glad to see you live. You know, oh my God, is that you? You know what I'm saying? So I'm like, wow, that's good. But you can have all those people, but if
You can have all those people, but if none of those people are real, it's nothing. That's all for me on my network. It's not about having millions of people on my social. It's about few people that I know. And what I do, even on my social, I go here, I know, oh, I'm going in Montreal. I know people. These are guys. These are not like followers. No, I don't like the idea of followers. I don't want to have followers. I want to have connections. Followers on social media? No, I don't want to have followers. You know, I don't want to people, you know, my cousin, they call, man, Cedric, you're very celeb. You go to be, because if I'm followers, then those people will be following me behind. But if I go places, I come to you, I come to the other person. You know, like right now, my next step is Montreal. I know at least 10 people on the line that want to see me. I know 10 people that I want to see. But it's not like people that are following me when I'm in Montreal, they see my picture. No, I want to go there and I want to see you. I want to have coffee with you. I want to talk to you. I want to know, how is your life here? How have you built your life here? And there are people waiting to have that connection. I'm also looking forward to see them because I haven't seen them in years. But I just don't want to have millions of people this can follow you, which is not bad. But everywhere I go, either in the deepest of the villages or in the corner of the world, I see people, I know you. You must know me too. I text you, you know, I ask you this question, you know. J'ai une question en fait pour toi. OK. Je vois en fait que l'intégration professionnelle pour toi, c'est quelque chose en fait. Il y a eu beaucoup de choses en fait qui t'ont permis d'intégrer en fait professionnellement tes milieux quoi. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que apprendre l'anglais a été un atout dans ces processus d'intégration? Wow, dans le monde actuel, spécialement si vous êtes dans le monde anglophone, comme je dirais, vous êtes ici au Canada, français, anglais, ce sont les langues majeures, des langues officielles. Bien sûr, parce que sans avoir parlé l'anglais aux États-Unis, c'est au moins vous, parce que comme on est bilingue, vous pouvez parler un peu de français ici si vous n'êtes pas à Ottawa, Ottawa ou bien, je sais pas, Calgary, vous pouvez être au Québec et vous pouvez vous faire quand même quelque chose. Mais aux États-Unis, c'est pas le cas parce que c'est l'anglais. Alors, dans ce cas-là, il faut parler. Et c'est un grand point parce qu'aux États-Unis particulièrement, si l'anglais n'est pas votre langue de proficiency, then you can't do anything. And I think that's also one of the biggest problems with a lot of people who, I can look at my dad, for instance. My dad was a teacher. He was in a very professional career all his life, but even being able to live in America for many years, he still doesn't speak English very well. But you know what that do to him? He can't get like a really high professional paid job because of that. And somehow, la langue peut limiter des gens, ça limite des gens aux États-Unis. Ça te limite beaucoup, ça te limite trop parce que si tu ne parles pas bien anglais, si tu ne t'exprimes pas très bien et tu es professionnel par exemple, pour avoir des positions comme manager, directeur, tout ça, CEO, c'est trop difficile. Oui, parce qu'au fait, il y a des postes qui demandent un certain niveau de communication. Bien sûr, pas seulement communication, de parler, c'est aussi des rapports. Et être capable de faire des recherches, être capable de comprendre ce qui se passe, mais aussi la langue technique, parce que la langue parlée et quotidienne, c'est différent de la langue professionnelle et technique. Dans ce cas-là, il faut que quand même tu t'exprimes et la proficiency, que ça soit vraiment beaucoup plus. Très important. Et pour vous, quelle était les techniques pour apprendre en fait l'anglais que vous parlez maintenant? J'avais eu la chance parce que j'ai vécu en Ouganda et je me souviens avant d'immigrer aux États-Unis, c'est là que je disais j'avais commencé et c'était trop difficile parce que là j'ai terminé seulement mes écoles secondaires et adapté à un autre pays qui ne parlait pas ma langue, c'était trop difficile. Alors j'ai commencé à aller dans la classe d'anglais. Pas seulement ça, mais je me suis aussi adapté avec les Ougandais, amis, qui aussi parlaient anglais seulement. Parce que je me disais, si je pouvais exceller en Ouganda, par exemple, il faut que je parle anglais. Et anglais, souvent, dans la classe, ne suffit pas seulement. Il faut aussi, il y a l'interaction avec d'autres gens. C'est ça que j'avais fait. Mais pour un adulte, par exemple, l'exemple que tu viens de me donner de papa, de votre père, c'est que
il a eu des difficultés au fait de percer dans certains milieux professionnels, tout simplement par rapport au fait à son background professionnel, son expérience. Je dirais l'âge aussi. Oui. Vous dites que c'est à cause aussi de l'âge, etc., qu'il n'a pas pu apprendre la langue. Est-ce que c'est possible d'apprendre une langue lorsqu'on est déjà adulte? Oui, c'est possible. Mais je pense qu'à mon avis, je pense qu'il y a people have different ways of picking up the language. On the case of my dad, I will say, I don't think he's good at picking up language easily, but I do believe dans n'importe quel âge, tu peux toujours apprendre. Moi, je pense que les gens peuvent apprendre à n'importe quel âge parce que nous n'apprenons pas de la même façon. C'est ça que je dis, ils peuvent apprendre, oui. Et nous n'apprenons pas de la même façon. Ouais. Il faut peut-être, à un certain moment, pour les gens en fait, qui apprennent, qu'ils comprennent comment est-ce qu'ils apprennent quelque chose. C'est ça aussi le l'exemple en fait, de la façon dont les enfants apprennent en fait. Bon, ça devient alors dans votre professionnalisme. Hein? Non, c'est-à-dire on peut aussi par analogie comprendre comment est-ce qu'on peut transposer certaines formules pour les appliquer même pour les adultes. Surtout ça. Pour l'enfant, tout devient d'abord naturel. Il apprend dans son environnement naturel, en fait. Alors, pour un adulte, qu'est-ce qui est naturel pour toi? Il y a des gens qui sont visuels, il y a des gens qui doivent entendre, qui doivent, en fait, simuler des choses, etc. Et pour apprendre rapidement. I think visual learning. Visuel, ça fait beaucoup plus facile, spécialement pour les gens qui, personnellement, je connais dans notre communauté qui sont un peu âgés. Et ils préfèrent voir les choses pour les imiter et savoir. C'est comme revenir, go back to the younger ages. Vous comprenez? Et puis cela devient aussi. Et la communication devient donc communication courante, quoi. Si vous êtes à la maison, au travail, tout ça. Mais les grands problèmes aussi, comme vous dites là-bas, c'est pas seulement question d'être assis dans la classe. C'est question aussi de s'habituer aux gens qui parlent que l'anglais. Et beaucoup plus souvent dans notre communauté, comme les gens comme mon papa de mon âge, il est toujours avec les gens des Congolais. Et je pense que quand il parle swahili, il parle français. C'est ça. Alors, le temps de faire le temps de faire un peu d'exercice, ça devient difficile. Parce que si vous êtes dans un endroit où c'est cette langue ou jamais, que vous le vouliez ou pas, vous allez parler. Il y a beaucoup, en fait, les statistiques qui sont éloquentes là-dessus. C'est qu'à tout moment, lorsque vous êtes dans une situation où vous devez vous adapter, vous allez vous adapter en fait. Mais je veux aussi augmenter juste quelque chose sur votre... Je pense que c'est ça votre corps, et le sujet, donc the core of your work. Bilingualness. I don't know if that's a word, but... Bilingualisme? Yeah. Être bilingue. Être bilingue dans le monde professionnel, c'est très, 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 très bon. Et c'est trop grand. Parce que si vous parlez anglais et français, et si vous êtes étudiant ou bien client des Barolex, il faut continuer. Parce que je sais que pour moi particulièrement, mon travail c'est à West Afrique. Pour le moment. Je reste aux États-Unis, mais je travaille beaucoup plus au Tchad, Cameroun, Bangui, tout ça. OK? L'avantage... À l'époque, c'était à l'Est. À l'époque, c'était à l'Est. À l'Est, centre, France, Ouest, tu vois. Et ce qui m'a beaucoup avantagé, c'est la langue. Parce que je parlais français. Ah, d'accord. Parce que là, on parle français. Et puis, je viens de remarquer que avant, quand tu parlais anglais, c'est différent de ces moments-ci. Oui, mon anglais, c'était British. Oui, tu avais un très bon anglais, mais avant, quand tu parlais français avec nous, tu changeais directement en anglais. Et donc, je comprends que l'Afrique de l'Ouest t'a aidé beaucoup, en fait. Non, ça, c'est pas question. Oui, bien sûr. Parce que j'ai passé au moins plus de 8 ans sans pour autant parler français professionnel. Et je pense que beaucoup de gens qui me connaissent, ils ne savent même pas que je parle français. Je pense que tu ne savais même pas. Non, je ne savais pas. Exactement. Tu parlais parce que c'est anglais. Correctement, en fait. Quand j'ai commencé à travailler à West Afrique, c'est là que I put up my A game en anglais. Parce que là, c'est en français. C'est français. C'est là que je voulais seulement donner un petit conseil pour les gens. Et à tes étudiants, tes clients, les gens dans le monde professionnel. Et il y a aussi des gens que je coach qui me disent qu'il faut que je connaisse un peu de français. Je dis, il faut savoir ça. Même si vous êtes au Congo, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Sénégal, apprenez l'anglais.
Oui. Si vous êtes au Québec, apprenez l'anglais. Si vous êtes à Ottawa, Calgary, apprenez français. C'est très important. Être bilingue, mon cher, ça, même pour question de l'argent. Ah, d'accord. Hein? Parce que moi, il y a des jobs, et s'il y a quelque chose, ils trouvent quelqu'un de langue, je dis non, ça c'est votre BSP pour ordinaire. Mais moi, j'ajoute le plus. Donc, même dans la fonction publique, en fait, comme Cédric vient de le dire, il y a les primes du bilinguisme. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose. C'est pas insignifiant, en fait. Par mois, tu as les primes de bilinguisme, mais c'est quelque chose de... Vous savez, ça me fait un peu mal quand je connais, je vois que le Canada, c'est un pays bilingue, mais il y a beaucoup de gens ici, s'ils parlent français, c'est français. Si c'est anglais, c'est anglais. Mais pourquoi? Mais quand même, tu as la chance. Mais il y a beaucoup de bilingues aussi ici. Il y a la chance pour quand même mélanger les deux, et là, ça te donne beaucoup plus d'opportunités. C'est bon, vraiment. Mais si tu fais allusion, en fait, aux immigrants, par exemple, qui viennent déjà avec leur langue, par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui vient d'un pays où on ne parle ni français ni anglais. C'est-à-dire la personne a déjà sa langue, en fait, d'autres langues qu'elle a apprises il y a longtemps. Alors, venir, par exemple, au Canada et apprendre le français, c'est déjà extrêmement suffisant pour lui. C'est déjà un très grand effort, en fait. Vous savez, je dirais aussi, c'est aussi question de motivation. C'est how far, in English, on dit, how far do you want to go? How far do you want to push it? I speak 5 languages. Ah, d'accord. Oh, félicitations. I speak 5 languages. And when I was living in California, I wanted to learn Spanish, because when you're in San Diego, it's just close to Mexico, and there's just a lot of Spanish people, and you start catching up, start getting interested. And for me, I catch things really easily, you know what I'm saying? And also, because I work in the West with a lot of people that speak Arabic. Now my work, I have to do French, English, Arabic, and all these things. Now, right now, I'm thinking about like, maybe I should take some Arabic classes. It depends on how far you want to go, how much you want to be important, how much you want to be useful, how much you want to be supportive to the people. Because sometimes some of certains des gars que je travaille avec, ils ne parlent que l'arabique. Et moi, je me dis, non, je vais parler avec eux. Je ne vais pas faire des translations, tout ça. Et là, ça me force. Alors, ça dépend de votre motivation, how far you want to go, comment est-ce que tu peux te faire illimité. Parce que j'ai aussi un adage que j'aime trop aussi qui dit, pourquoi être ordinaire si tu peux être extraordinaire? Extraordinaire. Effectivement, ça c'est très important. Oui. You know, and I remember one of my friends asked, do you think, we're working on a project, do you think this is the best you can give? And I'm like, no, I don't think. I think I still more I can give. You know, there's just so much you can give. It's just that human beings, it depends on how much you want to push it. You know, because our brain, the way it works, it releases so much potential in such a way that you can speak so much, you can innovate, you can do this, but sometimes you're just lazy. I just don't want to do that. I just don't want to think about it. But if you think about it, man, things happen differently. You know, and that's happened so much, you know, not only in the social life, but also in a spiritual life. You know, if you want to see things very differently, you know, it's just like how you see people and nature and all these things. Mais il y a cette difficulté-là d'apprendre une autre langue, comme tu l'as dit, en fait, parce que il y a beaucoup de gens, en fait, qui continuent à se plaindre qu'ils n'ont pas d'occasion de parler anglais, par exemple, pour améliorer leur anglais. Ou tout simplement, ils n'ont pas l'occasion de parler français pour améliorer leur français. Alors, pour des gens comme ça, par exemple, Cédric, quels sont les conseils que tu peux leur donner, en fait? Une chose que particulièrement je faisais... Je vais donner un exemple parce qu'il y a des gens qui arrivent ici, qui arrivent directement peut-être au Québec, ou tout simplement, ils arrivent à Calgary. Alors, une fois à Calgary, ils ne savent pas, en fait, ils savent qu'ils doivent s'exprimer, par exemple, en anglais. Et ils ont un travail full-time, c'est-à-dire un travail à temps plein. Ils n'ont pas assez de temps, en fait, pour socialiser dans une deuxième langue. Dans ce cas, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont les gens qui aiment le film, peuvent suivre et ils switch now. Don't watch English movie, watch French movie. Et moi, je le faisais souvent parce que ce qui m'aidait beaucoup, parce que aussi, je n'avais pas trop de gens qui parlaient français en Californie, aux États-Unis, alors je suivais le film français.
Mais tu as aussi une partenaire anglophone, n'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce que ça aussi, ça peut, des choses comme ça, ça aide parce que ça t'oblige de parler. Oui, ça oblige de parler, ça oblige d'améliorer, tout ça. Je pense que tout dans la vie, à mon avis, c'est l'intentionnalité. If you're intentional about something, you know, if you want to have something, if you want to become something, if you want to do something. C'est quoi la nuance là, l'intentionnalité et l'intention? Oui. Donc, il y a aussi un autre adage que j'aime trop. Quand je fais des présentations, ça connecte, ça se dit comme ça. Il y a des gens qui font plus que... Il y a des gens qui font plus que... Il y a des gens qui font plus que les choses qu'ils doivent faire, pas parce qu'ils sont intelligents ou grands, c'est parce qu'ils sont intentionnés. Vous comprenez? Et il t'arrive souvent, tu te dis là, comment est-ce que Patrick est arrivé là-bas? J'ai les masters, j'ai fait ceci. Mais c'est quand il est diplômé. Mais il est arrivé là. Mais il est arrivé là. Mais comment fait-il qu'il est là? Non, c'est pas question comment il est arrivé là-bas. Les gars là, ils travaillent là, l'intention. Qu'est-ce qu'il a fait? Quels sont les éléments? Comment est-ce qu'il a suivi le processus pour être là où il est? Effectivement, ça c'est très important. Non, oui, parce qu'il ne faut pas seulement voir quelqu'un de l'autre côté dans le processus normal, parce que non. Il y a les gens qui font ce qu'ils font, c'est parce qu'ils ont travaillé, ils ont bossé pour être là-bas. Ils sont trop courageux, ils veulent être là. Il y a des gens qui se limitent. Ils disent, moi je suis ici, je suis bon, je reste ici, ça va. Alors pour nous qui n'avons pas des oncles et tantes qui sont comme les Elon Musk ou Jeff Bezos. Qui sont extrêmement fortunés comme ces gens-là. Exactement. Nous voulons aussi travailler plus, beaucoup plus pour que quand même les gens qui viennent derrière nous, quand même, ils puissent aussi avoir où c'est, how they can hold the shoulder. Alors, dans ce cas-là, la mentalité de travail, c'est plus que rien. Moi, ici, particulièrement, je peux faire tout. Je peux faire tout pour aboutir. Mais pour dans les logiques. À tes objectifs, effectivement. Dans les logiques. Dans une certaine logique. Ouais. Et donc, ici, comme vous le voyez, bien entendu, nous sommes avec Cédric. La discussion avec Cédric. Merci beaucoup, Cédric. C'est très édifiant. Merci. Cédric, en fait, c'est une personne, en fait, très dynamique, de la manière dont je les connais. Et donc, c'est une personne, en fait, qui donne des conseils, qui édifie. Cédric est coach, il est consultant, il travaille aussi dans les domaines de développement, surtout dans les milieux au fait, en développement, comme en Afrique de l'Ouest. Je le connais à l'époque, au fait, où il venait travailler aussi en Afrique de l'Est, en Ouganda, etc. C'est quelqu'un de dynamique, au fait. C'est quelqu'un, en fait, qui amène le savoir-faire, en fait, là où il est. Et c'est quelque chose de très important. J'aimerais bien, je suis vraiment très content, en fait, Cédric. Plaisir partagé, mon frère. Tu es ici aujourd'hui. Des interventions beaucoup édifiées, en fait, nos frères et sœurs, nos téléspectateurs, etc. Et donc, si vous voulez rencontrer Cédric, il a aussi un show qu'il appelle, en fait, My People Talk Show. De quoi s'agit-il, en fait, My People Talk Show? My People Talk Show, I call myself like a disruptor. Je parle beaucoup plus de choses que la communauté n'a pas la volonté ou bien la peur de parler. Mais nous voyons en fait une sœur d'Anono. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Non, loin de ça. Loin de ça. Massawa Katabana. Non, Massawa Katabana, c'est ma sœur. Massawa Katabana, c'est la sœur qui, et je l'appelle aussi a disruptor. Parce que she speaks on the things that our people don't grasp. But those are things... Mais Danono aussi fait de la même chose. Non, je ne connais pas ça parce que, vous savez, quand il y a tu peux faire des choses, mais si tu fais des insultes, des mots vulgaires, tu parles beaucoup plus de... Disruptor, qu'est-ce que ça signifie? Disruptor, c'est... Non, c'est pas ça. Ce que Danono fait, ce sont les... Bon, je faut pas même amener ces noms ici dans les trucs. Il ne faut pas même appeler. Donc, non, parce que toi, tu es créateur de contenu. Et puis, nous sommes en train de remarquer que
nos téléspectateurs, en fait, consomment beaucoup de contenu. Oui, oui, et je dirais, vous savez, il y a des gens... Il y a des contenus là vous savez, dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui font des choses et ils sont trop populaires, avec des milliers de followers. Comme je t'avais dit, moi, je n'ai pas besoin de followers. Je suis intentional with what I do. And everywhere I pass, people say like, I like what you say. This is good, this is good. Qu'est-ce qui fait que Danono évolue comme ça, en fait, en termes de... Non, les gens aiment des bêtises. Ah, d'accord. Les gens aiment des entertainments. Les gens veulent you know. Vous savez, si c'est chaud ici, si même aujourd'hui on parlait de trucs bizarres, chauds, thousands. Mais ici, nous sommes en train de nous adresser à un portion, it's a portion of people who are very intentional about listening something meaningful. Tu es éducateur, en fait. Tu es éducateur, quelqu'un veut être professionnel. Mais les gens qui sont là-bas, les trucs terre à terre, non. Mais pourquoi Danono c'est terre à terre? Non, elle est terre à terre parce que tout ce qu'elle parle n'édifie pas la communauté, la population. Et bien que je dirais d'une manière ou d'une autre, il y a la vérité dans des choses dont elle parle, mais dans beaucoup de choses, c'est juste bizarre. Moi, je vois le courage, en fait, dans cette dame-là, c'est-à-dire dire ces choses-là. Ça m'amène la chair d'épaule. Je te dirais, ma sœur, elle, c'est la personne que... Non, j'ai toujours dit que c'est comme une enseignante. Il te parle de la tradition, il te parle de la religion, il te parle de la spiritualité, il te parle de la politique d'une manière locale, pas d'une manière twistée. Et si tu es quelqu'un du Congo, par exemple, tu comprendras très bien de quoi il s'agit. Mais Danono... Mais il y a des gens, mais apparemment, parce qu'il y a des gens qui me le disent, moi je n'ai jamais regardé ce que Danono fait, mais il y a des gens qui me disent que... Alors avant de parler, avant de dire ça, alors il faudrait alors écouter ce qu'il dit. Il y a des gens qui me disent qu'il y a des conseils dedans. Non. Mais seulement il choisit de les mettre dans un mauvais package, c'est-dire dans un paquet. Je ne veux pas dire que c'est mauvais ou c'est bien, je ne veux pas juger, mais... il se peut qu'elle mette ça pour ne pas être politically correct. Dans un colis, dans un emballage. Pour moi, que les gens disent ceci ou quoi, non, Steven, ça c'est pas la manière dont la communauté... Ça, ce ne sont pas les gens, des personnes que notre communauté doit écouter pour suivre l'exemple. Ça, je le dis, non. Ah, d'accord. Non. J'étais en Australie. J'espère que non. J'étais en Australie. Quelqu'un m'a dit, oh, c'est vrai que tu es là, au réseau, tu es là, tu peux faire quelque chose avec... Non. Donc c'est ça. Mais quand même, non, il faut que, donc pour moi, il faut que nous puissions faire des choses qui aident la communauté. Je parle beaucoup de la religion parce que j'ai une grande conviction que la religion ferait ce que nous puissions être handicap. Je parle beaucoup de la politique locale parce que, comme Congolais particulièrement, si nous ne nous ingérez pas dans la politique et nous allons perdre le pays. Je parle sur la vie sociale, économique, des trucs que nous parlons ici à la maison, aux États-Unis, au Canada, tout ça, les choses que je vois, les choses que je vis, les choses que je vois chaque jour et comment est-ce que nous pouvons aider les gens, mais aussi donner plus de pistes de solutions pour que les gens puissent être à un niveau là de développement. Nous avons d'autres immigrés, comme on parlait des immigrés, nous avons des Japonais sont very successful. We have the Chinese. The Chinese are very successful. When you look at African alone, I had a podcast in Louisville a couple of weeks ago. You know, we talked about the difference between the Congolese and the Somalis. The Somalis, when they come together, they build something together. Congolese, they don't do that. We like to do things very separately. We talked about education professional. When you have a Syrian and Afghan and all these people, they know how they can connect each other. But for us, sometimes we let our people down. So anytime I speak about something that is on to how can we make a better community, but also speaks on things that people don't like to hear. People don't want to understand, you know. Like recently, I was talking about the LCCC, whatever, there is a scam going on. I tell people, no matter how you make money, it's a scam. You like it or not. I don't care if my dad, my brother, my friends, yeah, I don't care who is there. Exactly, c'est une grande chose maintenant. I don't care how much you make. I don't care if you make money or become millionaire, but it's a Ponzi scheme, it's a scam.
Okay, so sooner or later, you're gonna lose. Non, ça va. You know, what I'm saying is that I say things, either you take it or not take it, or you hate me or not, that's okay. You know, I talked about life insurances. You know, if you live in Canada or America and you can't have a life insurance, then crazy. But you know who insults me first? Pastors. Ils pensent que pour avoir assurance vie, donc c'est quelque chose qui les ramène la mort. Alors que... Pourquoi? Et dans nos communautés, il y a le problématique to bury people. You know, you have to go to people contribution and stuff. Yet, if you're a parent, you need to think about your kids and how you live them. And tell them, have life insurance so that the kids who live there, they can have something behind. People will tell you, like, why should I leave my wife, my kid, the things I'm struggling for? That's stupid. You know what I'm saying? So, quand tu parles des choses pareilles, certaines personnes écoutent. Certaines personnes n'écoutent pas et puis ils font ce qu'ils veulent. Donc pour moi, c'est seulement des choses ici et là qui peuvent édifier, qui peuvent aider et comme des choses qu'on vient de parler. Quels sont les gens des professions, quelles sont les étapes ou bien quoi faire pour aller de ces côtés. Les trucs que nous faisons ici, les gens, des choses que nous sommes en train de discuter, donc c'est ça. Alors, je ne peux pas venir ici en train de danser, je ne peux pas venir ici en train d'insulter les gens, parler de sexe, et commenter à propos comment, état physique des personnes, et commenter à propos de ce qui se passe dans la chambre. Ce sont des gens dedans, en train de discuter, et insulter les gens, tout ça, et ça devient quelque chose de back and forth, insulting. Non, that's not that. Et puis, nous voyons en fait que la communauté est très exposée en fait à nos et du moins des discours comme ça. Ouais, les people like that. Et ces gens de personnes, on les appelle les influencers, tout ça. Mais je dis, mais on est perdu. Bon, l'âge de l'Internet, c'est l'âge des les gens acceptent beaucoup de bêtises. Est-ce que dans notre communauté, il y a des choses comme ça? Bon, il y en a beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de groupes au Congo, il y a beaucoup de groupes à West Afrique qui parlent seulement des bêtises. Mais nous avons aussi des gens. Nous avons des gens qui parlent des choses qui sont émouvantes. Nous avons des gens qui produisent comme vous, des gens, des podcasts. Et ça devrait être $1 million d'éducation que tu donnes les gens gratuitement. Mais c'est ça que je te dis. Ceux-là qui sont intentionnés, ils vont take advantage of this. Mais ceux-là qui veulent écouter des trucs bizarres, ils vont aller chez Dan. Donc le choix est clair. Alors, merci beaucoup. Et donc, nous venons de finir. Merci beaucoup, Cédric, en fait, d'être passé au Canada. Merci. Les Canada te remercient à travers, en fait, je vous remercie aussi. Cette intervention. Nous te remercions, en fait. Nous remercions, en fait, nos téléspectateurs. Merci. Et donc, Cédric a aussi un show, My People Talk Show. Yes. Et donc, il faut le suivre, en fait, sur ces plateformes. Et puis, vous serez beaucoup très édifiés. Sinon, merci beaucoup. Prochainement, en fait, nous allons continuer avec un autre sujet. Et le sujet, en fait, que nous allons développer prochainement, ça sera la question de santé mentale, surtout dans les milieux professionnels. Nous allons vous amener un spécialiste qui parlera, en fait, de ces sujets. Et donc, merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup, Cédric. Merci.